50 ans dans l'ombre et les secrets de l'équipe de France de foot. Bonjour Philippe Tournon. Bonjour. Vous avez été le patron de presse de la Fédération, le patron de presse des Bleus, 2 Coupes du Monde de 98 à 2018 et puis évidemment le foot toujours pour passion. On va parler de ce bouquin extraordinaire qui s'appelle La vie en bleu, publié chez Albin Michel. Il y a des secrets, il y a des révélations, il y a des anecdotes. D'abord évidemment ce match incroyable du PSG face au Barça et puis surtout ce triplé d'Mbappé. Ouais, c'est historique, c'est quoi? Énorme, oui, c'est une énorme performance du Paris Saint-Germain, sans Neymar, sans Di Maria, mais avec un Mbappé resplendissant au mieux de sa forme. Il avait connu un petit pic là à l'automne, il était un petit coup de moins bien, mais là il a retrouvé toutes ses jambes et même en l'absence des autres stars de l'équipe, il fait la différence à lui tout seul. C'est vraiment, je parle dans mon livre de la génération Copa, de la génération Platini, la génération Zidane. On se demandait comment appeler la génération des champions du monde 2018. Griezmann, Lloris, Varane, enfin des caïds. Mais là, je pense que Kylian est en train de marquer un grand coup. Ça sera la génération Mbappé. Est-ce qu'on peut dire, Philippe, aujourd'hui, ça y est, c'est le plus grand joueur du monde? Du monde, il faut confirmer. Étalonner la qualité d'un joueur comme Pelé, Di Stefano et les autres. Il faut voir sur la durée. Mais pour l'instant, il est parti pour pulvériser tous les records. C'est lui qui va le plus vite, c'est lui qui marque le plus de buts, c'est lui qui fait le plus de passes décisives. S'il continue sur cette trajectoire, et tout permet de penser qu'il va rester, il sera dans le top 3 mondial à la fin de sa carrière. Oui, on va parler du foot, évidemment. On va continuer d'en parler, Philippe. On parlait à l'instant de Zidane. Vous le voyez entraîner l'OM? Plutôt l'équipe de France. 1, parce qu'il en a déjà exprimé le souhait, à échéance plus ou moins lointaine. 2, parce que le président de la fédération actuelle et sans doute futur, Noël Le Graët, a dit que c'était un bon plan. Donc laissons Didier Deschamps terminer son mandat au Qatar, ou peut-être après, on ne sait pas. Et c'est vrai que Zizou se pose comme un candidat tout à fait crédible à l'équipe de France. Mais ça peut être aussi l'OM. Si les planètes ne s'alignent pas forcément au moment où Didier rendra son tablier, il peut faire un petit passage à l'OM et après basculer sur les Bleus, c'est possible. Oui. C'est bien cette Coupe du Monde au Qatar? Non, sincèrement. C'est bien. Non, c'est pas bien. C'est pas bien. Bon, au nom de l'universalité, oui, pourquoi il l'avait jamais eu, mais aller jouer dans un pays où il fait aussi chaud, avec des projets de stade climatisés. Alors là, on l'a décalé en hiver. Enfin, notre hiver à nous, leur hiver à eux. Mais ça va bousculer tous les calendriers. Non, c'était pas l'idée du siècle. Sans compter les soupçons qui continuent de planer sur des pots de vin qui auraient été versés à tel ou tel pour favoriser la candidature du Qatar. Des soupçons ou presque des certitudes. Vous connaissez bien ce milieu, le foot business aujourd'hui. Malheureusement, il y a beaucoup de soupçons qui pèsent et continuent de peser sur pas mal de Coupes du Monde. Celle de 2006, celle de... les États-Unis auraient dû l'avoir en 2014. Enfin bon, il y a trop de zones d'ombre, quoi. Voilà. C'est déplaisant parce que le soupçon pèse. Et même dans le bouquin, il y a des soupçons sur le 98. La France aurait acheté sa Coupe du Monde. C'est ce que vous dites. Enfin, non, je dis qu'on m'a posé la question de savoir si on avait fait tout ce qu'il fallait. Vous voyez ce que l'expression peut enrober. Et mon copain yougoslave, un très grand journaliste yougoslave, Jovan Veličković, qui nous a quittés malheureusement, m'a dit « Mais attends, tu sais bien que par le biais de la filiale marketing de la FIFA, ISL Marketing, il faut arroser qui il faut pour avoir toutes les chances. » Coïncidence troublante, Havelange, qui était président de la FIFA à l'époque, a démissionné après de son poste au CIO et ISL a été condamné pour banqueroute, faillite frauduleuse et des amendes énormes. Voilà, donc malheureusement, on ne peut pas s'empêcher de penser qu'il y avait des circuits occultes et pas forcément très, très glorieux. Mais ce n'est qu'une impression. Je ne pense pas que la France ait cédé à ce genre de chantage. J'ose espérer que non, mais je n'en ai pas la certitude. On a accusé votre copain Platini, parfois dans des affaires d'argent. Pas de corruption, on l'a accusé surtout d'avoir modifié son vote. Il avait annoncé qu'il voterait pour les États-Unis et puis tout d'un coup, il a voté après un fameux déjeuner à l'Élysée qui a fait couler beaucoup d'encre. Michel continue de prétendre qu'il a changé en son âme et conscience sans aucun rapport. Là non plus, on
ne saura pas. Ouais, vous n'y croyez pas quand même, vous le connaissez? Non, je Platini. pense pas. C'est pas le genre de Michel. Il a des petits défauts dilettantes. On lui devait de l'argent. Blatter lui devait de l'argent. Il l'aurait oublié pendant 9 ans. Tout d'un coup, il le réclame et ça lui a valu, malheureusement, de ne pas pouvoir candidater à l'élection à la présidence de la FIFA. Il aurait fait un bon président de la FIFA parce que même s'il n'a pas que des qualités, c'est un garçon qui aime passionnément le jeu, qu'il a bien servi, qu'il a magnifiquement illustré. Et tout ce qu'il a fait, c'était dans l'intérêt du jeu et des joueurs. Donc pour ça, il mérite un grand coup de chapeau et une reconnaissance. Oui, va falloir baisser les salaires des joueurs quand même là. Parce qu'on voit bien qu'il y a une crise, on voit Il y a un les marasme marchés télévision, le prochain... Voilà. Ouais. En France, il y a la conjonction de la pandémie du Covid-19, le contrat Mediapro qui s'est écroulé, ils n'ont pas pu tenir leurs engagements, les droits ont été renégociés en catastrophe, mais pour la moitié moins que ce qui était prévu, alors que les clubs avaient déjà basé leur budget, leur recrutement jusqu'en 2024 sur la base de ce fameux milliard qui était dépassé. Donc il va y avoir un passage difficile. Les joueurs, beaucoup de joueurs acceptent une petite diminution temporaire de leur salaire, mais il ne faut pas se cacher que le football français va être confronté à des passages délicats. Parce qu'Mbappé, c'est combien? Il payait combien on dit 1 900 000 par mois, d'après une récente étude de l'équipe. C'est pas extravagant ça? Non, c'est pas extravagant. Comme je dis souvent, c'est de l'argent privé pour une activité qui génère des milliers d'emplois et qui ristourne aux nations, au fisc, des centaines, des dizaines de millions d'impôts et de taxes divers. Donc, ou alors on fait, comme je dis dans mon livre, on fait le procès de l'argent et de l'argent partout. Les multinationales, l'évasion fiscale et compagnie. Mais là, il va y avoir du boulot. Oui, mais quand on voit ce qui s'est passé à Marseille, les supporters, ça fait un peu peur aussi. Oui, tous ces bien sûr. incidents, Voilà, ce qui est devenu peut-être le foot aujourd'hui. Ce climat autour du football qui s'envenime dans beaucoup d'endroits. On perd un peu le sens des réalités. J'aime pas trop cette évolution, j'aime pas trop ces fonds d'investissement qui viennent dans le football et qui lésinent sur les investissements à faire. Au moins, le Qatar a ce mérite de venir, mais de mettre la main au portefeuille et d'essayer de rivaliser avec les plus grands clubs du monde. Mais dans d'autres endroits, on voit des fonds de pension, des Américains, des Chinois, des Espagnols ou d'autres qui arrivent et... Il semble ne pas savoir que personne n'a jamais gagné d'argent dans le football. À part les joueurs et leurs agents, je connais beaucoup de dirigeants, Jacques Rousselot qui a vendu Nancy et bien d'autres avant lui, ont perdu des millions et des millions sur leurs fonds propres. Mais personne n'a gagné de l'argent. Je ne sais pas ce que ces gens-là, en dehors de la perte d'identité quand même du club, même s'il ne faut pas être nostalgique et avoir le regret des années passées, quand même cette perte d'identité des clubs... ça ne me plaît pas beaucoup non plus. Oui, il y en a un que vous n'aimez pas trop, c'est Bernard Tapie. Oui. Je salue les talents multiples du personnage et je salue surtout le courage énorme avec lequel il se bat contre les cancers actuellement. Mais je ne peux pas m'empêcher de dire ce que la justice a déjà établi, c'est-à-dire la corruption autour d'un match, et ce qui se dit beaucoup dans le milieu du football, que la ligne blanche, elle était un peu sinueuse de temps en temps pour lui, quoi. Voilà. C'est quoi en fait, c'est quoi on va dire, il y a eu quand le médecin, je le dis dans le livre, le médecin de l'équipe de Rennes, Pierre Roche-Congar, me dit on nous a mis des somnifères à la collation d'avant-match, etc. Quand un journaliste de France Football me dit que pour avoir fait un article pas très favorable à Bernard Tapie, il s'est fait insulter au téléphone, on va s'occuper de toi, fais attention quand tu viens à Marseille, etc. Voilà, c'est des gens que je crois, et donc voilà, le personnage a drainé derrière lui beaucoup de on-dit et autres suspicions. Bon, pour une avérée, il y en a. On est amené à penser qu'il y en a peut-être eu d'autres. Oui, mais il y a tellement de héros, de types formidables dans ce bouquin. Ah ben oui, bien sûr. C'est Coppa, Platini, on vient d'en parler, et puis tous ceux qui vous ont fait aimer le foot finalement, Philippe, de gamin déjà. Hein. Ah ben oui, gamin, je suis tombé sous le charme de la génération Coppa. J'avais ma carte de supporter du Stade de Reims. Reims qui venait jouer ses matchs de Coupe d'Europe au Parc des Princes. Et je raconte que des fois, je faisais la queue toute la nuit. J'étais à 9h le soir dans la queue pour être à l'ouverture et partir au lycée juste après avoir mes précieux billets pour le stade. Mais je donne aussi, je termine par là, c'est
c'est un coup de chapeau aussi, ce football malencontreusement appelé d'en bas, de la base, mais qui est quand même la base d'une pyramide qui culmine avec le football de haut niveau. Et c'est 400 000 bénévoles, tout ce football amateur qui a un rôle sociétal, un rôle social, un rôle d'intégration. Il n'est pas parfait, il y a des choses à revoir, bien sûr, mais je pense pouvoir dire que la fédération, à ce niveau du football amateur, fait beaucoup et le football, donc là, pour tous ces 2 millions de jeunes, de licenciés, dont 50% ont moins de 18 ans. C'est quand même une école de vie, une école d'apprentissage formidable. Oui. Donc je disais des héros, des types formidables. On va parler d'Aimé Jacquet dans un instant, vous l'adorez tellement. Un mot sur Domenech quand même, parce que alors là, lui, là aussi, pas du tout. Il faut faire la part des choses. J'adore j'ai du respect pour le technicien, qui dans le cadre de la direction technique nationale a très bien travaillé à Clairefontaine. J'ai beaucoup d'estime pour l'homme aussi, qui a une dimension humaine et culturelle assez rare. C'est un homme avec qui on peut parler de faits de société, de cinéma, de politique. Sauf que dans cette fonction qui demande des aptitudes très particulières, qui est celle du sélectionneur, Domenech, il a fait du Domenech, c'est-à-dire qu'il a dérouté tout le monde avec sa petit sourire, on ne sait pas si c'est du lard ou du cochon, son côté provocateur, son ironie deuxième, troisième ou quatrième degré. Il n'a fait l'unanimité ni chez les joueurs, ni chez les dirigeants, ni chez les journalistes. Donc Domenech, sélectionneur, pour moi, ça pouvait pas marcher sur la durée. Oui, alors vous racontez Krishna, je ne sais pas si on dit comme ça. J'y étais pas, Nashna. Ah oui, Nashna. Oui. Mais c'est absolument Il avait perdu hallucinant. le contrôle de son groupe, il n'y avait pas de complicité avec les dirigeants, et il était tout seul, et le groupe était tout seul aussi également. Il y avait du communautarisme déjà dans l'équipe de France. Non, alors je n'ai jamais senti le communautarisme peser. Il y a eu, dans une sélection de jeunes, il y a une dizaine d'années, on a dit qu'il y avait une forme de prosélytisme de certains joueurs. Mais je peux dire qu'en équipe de France A, pendant les 30 ans où j'y étais, j'ai jamais vu un tapis de prière dans le vestiaire, j'ai jamais vu un joueur qui essayait de montrer des signes ostensibles de son appartenance à une religion ou à une autre. On voit des joueurs qui font ça avant le coup d'envoi, mais on en voit qui se baissent, qui prennent de l'herbe, qui font le signe de croix 4 fois. Donc chacun vit sa vie et sa religion comme il l'entend, mais ça ne déteint pas, ça n'impacte pas la vie de l'équipe de France, c'est pas vrai. Mais vous voyez plus, et ça c'est peut-être plus anecdotique, les joueurs, entre guillemets, se mettre à poil sous les douches. Oui, quand je suis revenu en 2010, je l'ai constaté, mais là aussi sans pouvoir établir. J'en ai parlé à des amis en short, musulmans, en short ou en caleçon. Est-ce que c'est un précepte du Coran? Personne ne me l'a affirmé. Est-ce que c'est de la pudeur tout d'un coup? Je ne sais pas, je ne peux pas... En l'état actuel de mes connaissances, dire que c'est une espèce de tentative d'imposer je ne sais quoi à je ne sais qui. Parce qu'il y a pas que des joueurs qu'on pourrait supposer de religion musulmane qui se baignent qui prennent la douche avec le slip. Oui. Quoi. Le fameux coup de boule de Zidane, vous en parlez aussi? Oui, j'en parle sur la pointe des pieds parce que je n'étais pas dans le cœur du réacteur. Donc Domenech arrive en 2004 et il change tout. Mais c'est son droit. Attention, j'ai pas du tout mal vécu cette mise à l'écart. Et Laurent Blanc me rappelle en 2010. Donc 2004-2010, je n'y suis pas. Et cette finale 2006, j'étais dans les tribunes du stade à Berlin. Effectivement, il y a ce coup de boule. Après, une altercation verbale entre Materazzi et Zizou. Sur la réalité, c'est comme les propos qu'on prête à Anelka dans le vestiaire en 2010 quand... Le drame qui suit, après, il exclut de l'équipe de France, les joueurs font la grève, descendent pas du bus. Ce qu'a dit précisément l'échange entre Materazzi et Zizou en 2006, ou l'échange entre Domenech et Anelka en 2010, la réalité reste à établir. Chacun y est allé, l'équipe a titré en toutes lettres, enfin bon, j'ose pas le dire ici, tellement c'est grossier. Mais seul Anelka pourra dire un jour, s'il le souhaite, ce qu'il a dit. Seul Zidane pourra dire un jour ce que Materazzi lui a dit. Pour l'heure, il y a des différentes versions qui circulent. C'est incroyable ce monde du football. On pourrait parler de la sextape.
Oui, la Vous en secte parlez de aussi. Valbuena. Oui, C'est oui. quand même- Oui, mais bon, le football n'a pas le monopole de ce genre de. Actuellement, c'est à quoi on assiste dans le milieu du cinéma, Richard Berry qui est accusé Oui. par sa fille, le fils Kouchner. Enfin bon, c'est. Je pense que l'époque est au grand déballage. Alors, il y a du bon, et puis il y a. Du moins, la parole se libère. C'est bien que des gens, que ça peut soulager de 10 ans, 15 ans, 20 ans ou 30 ans après. Oui, c'est bien. Simplement, je pense que nos dirigeants, la justice et tous les comités d'éthique, etc., vont devoir se pencher sur le problème de ce parole contre parole, parce que il n'y a plus de preuves, 30, 40 ans après, et ça peut détruire des réputations. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Là où la justice a dit à prescription, tout d'un coup, on ouvre une enquête judiciaire, ça interpelle quand même. Donc voilà, c'est un problème très, très, très délicat. Et le football n'échappe pas à tout ça. Le football, c'est le reflet de notre société. Hein, il ne faut pas se tromper. Et il faut du courage. Par exemple, parlons de Aimé Jacquet, extraordinaire. Quand il est attaqué, pas seulement par l'équipe d'ailleurs, dites-vous. Hein, oui, sélectionnaire en 98. Mais l'équipe est le leader d'opinion. Oui. Donc après, vous qui avez travaillé à l'équipe, vous connaissez les journalistes. Ça a été un crève-cœur de cette affaire qui a duré trop longtemps à mon gré. Comme je l'explique, que les responsables du football à l'équipe n'aient pas sauté au plafond à la nomination d'Aimé Jacquet en se référant à ce qu'avait été son style de jeu à Bordeaux et ailleurs. Bon, peut-être. Et c'est vrai que les premiers matchs de l'équipe de France de l'Air Jacquet ne sont pas non plus enthousiasmants. On se qualifie pour l'Euro 96, mais ric-rac après avoir frôlé le précipice plus d'une fois. Donc je veux dire que c'est leur liberté, et je la respecte totalement, de penser que c'est peut-être pas l'homme qu'il nous faut. Mais quand Aimé Jacquet, en sortant du trou de 93, nous mène en demi-finale de l'Euro 96, quand il reste 30 matchs sans connaître la défaite, que le monde du football, Giroud, Platini et les autres, sans parler de Pierre Arditi, qui pousse son coup de gueule, laissez-le bosser. Et que l'équipe continue de dire c'est pas avec lui qu'on va être champion du monde, à 10 jours de l'ouverture. On lui reproche de ne pas avoir sélectionné Cantona, par exemple. Non, mais ça, c'est dites, encore un faux procès. Oui. Avant l'Euro, Aimé va voir Eric Cantona qui venait de partir en Angleterre. Il lui dit écoute, Eric, avec Yuri Djorkaeff et Zizou, j'ai trouvé mes animateurs. Le jeu va se construire autour de lui, mais j'ai pas de neuf. Un vrai neuf, j'en ai pas. Est-ce que tu veux être ce neuf-là? Je pense que tu peux tenir ce rôle. Et Eric réfléchit, il dit coach, j'ai besoin de liberté, je veux pouvoir bouger à gauche, à droite. Je dis, oui, mais tu pourras bouger, tu ne seras pas forcé de rester tout le temps planté comme un piquet là. Non, coach, je crois que c'est pas mon poste, etc. Et voilà, comment Zidane, Cantona, c'est auto-exclu de l'équipe de France. Donc vous dites, c'était alors pour vous le plus caractériel des joueurs que vous ayez connus. Oui, bah c'est vrai. Hein? C'était un comme personnage tout à fait appréciable, mais entier. Il a son, il a son sens de l'honneur, son sens de la justice à lui. Et quand quelque chose ne se passe pas comme il pense que ça doit se passer, là, et il a pris un coéquipier, il l'a accroché au porte-manteau à Auxerre. Il a un supporter de Crystal Palace qui l'insulte quand il quitte le terrain. Il lui fait un truc de kung-fu, je sais pas quoi. Il va lui filer un coup de savate dans le plexus. Un jour, vous organisez, vous, une rencontre entre les joueurs et la presse, et il quitte la réunion brutalement en disant quoi Non, messieurs, je vous pisse à l'arrêt, et là, voilà qui s'en va. Et ben voilà, c'est du Cantona, comme ça, avec ses bons côtés, ses moins bons, mais c'est un personnage quand même très entier, très attachant. Ouais. Le plus drôle, vous dites, c'est Ribéry. Oui, Franck, qui était un ambianceur de première bourre. Je raconte, j'ai eu droit à ma crème caramel à la moutarde un jour. Au Bayern, il a pris le volant du bus et il l'a planté dans le pylône à la sortie du stade. Enfin bon, c'est comme ça. C'est un garçon qui a lutté pour partir de tout en bas et qui est arrivé très haut et qui s'y est maintenu. Et j'ai beaucoup de respect pour tout ce qu'il a fait. Ouais. Et alors, le plus beau geste, vous dites, c'est Zidane, mais le meilleur stratège sur le terrain, c'est Platini. Oui, on peut essayer de les départager comme ça. Platini me semblait plus
pesait davantage sur le jeu de l'équipe, l'organisation, même le repli défensif. Platini excellait à la fois dans la création, dans la finition. Zidane, il était presque plus content de donner un ballon de but que de marquer le but lui-même. Certains lui en ont fait le reproche d'ailleurs. Donc voilà, mais c'est des monstres, tous ces deux-là, comme Coppa-Laité, comme Maradona, comme Pelé. Alors entreprendre à travers les siècles de dire le plus grand c'était celui-là, c'est un petit jeu que j'aime pas beaucoup parce que c'est tellement subjectif. Il y a ceux qui nous ont fait rêver et ceux qui nous ont pas beaucoup fait rêver. Mais comme dit Didier Deschamps avec beaucoup de justesse, dans une équipe, il ne faut pas que des gens qui fassent rêver. Il faut des architectes, il faut des maçons. Alors, Zidane était un architecte top niveau et moi j'étais un bon maçon. Et je suis fier d'avoir été un bon maçon au service de l'équipe de France. Oui. Alors vous en avez vu défiler aussi des présidents de la République qui venaient dans les vestiaires. Oui. Alors, celui qui connaissait le moins, c'était Chirac. Chirac, rien du tout au football. Je ne sais pas qui a dit ça. Chirac n'aimait pas le sport, mais il adorait les sportifs. En dehors du sumo, qu'il avait une passion pour le sumo, je ne sais pas d'où. Ce qui est un peu différent du foot, ouais. Oui, tout à fait. Mais Chirac avait... Mais il aimait les humains. Il n'avait pas son pareil. Au salon de l'agriculture, il restait une journée entière à serrer des mains, manger du saucisson, de l'andouillette et compagnie. Et avec les sportifs, il avait la même empathie naturelle, quoi. Donc voilà, il ne connaissait pas grand-chose au foot. Mais les sportifs, une anecdote, allez Philippe. Une anecdote pour dire qu'il n'y connaissait rien. Quand il rencontre le papa de Djorkaeff. Jean Djorkaeff était président de la commission de la Coupe de France dans les années 2000 et le président de la République assistait à la finale, c'est une tradition. Et à la mi-temps, ils se croisent et Chirac n'imprime pas, comme on dit, Jean Djorkaeff. Donc, escalité, il va se présenter, il dit « Monsieur le Président, je suis Jean Djorkaeff, le père de Yuri. Ah, votre fils est exceptionnel, il a fait une Coupe du Monde fabuleuse, etc. » Puis à la fin, mais dites-moi, monsieur Djorkaeff, est-ce que vous avez joué un peu au football, vous aussi? Jean était très ordonné, monsieur le Président. J'ai été une quarantaine de fois capitaine de l'équipe de France. J'ai joué à l'OM, j'ai joué au PSG. Alors Chirac voit bien qu'il s'est foutu dans un mauvais cas quand même. Alors il cherche un coupable et le pauvre Jean-François Lamour, qui était son conseiller sport à l'Élysée et futur ministre des Sports, il s'est fait engueuler. Mais Jean-François, vous auriez dû me dire que le père de Yuri avait eu cette carrière exceptionnelle. Oui, voilà. Tiens, une anecdote avec Johnny Hallyday, qui était fan de l'équipe de France. Il chantait d'ailleurs l'hymne de l'équipe de France. Oui, on a enregistré. Il confondait sur un plateau avec Claire Chazal, Zizou et Zazie. Oui. Et puis une fois, on a enregistré une émission chez Michel Drucker avec Aimé Jacquet. Et Johnny avait la loge en face de celle d'Aimé Jacquet où on l'attendait. Et Johnny arrive et puis il frappe à la porte et dit « Ah, monsieur Jacquet... je voulais vous saluer et vous dire combien je vous admirais, etc. » Mais flatté, merci. Et puis 10 minutes après, il refrappe à la porte. « Ah, monsieur Jacquet, je voulais vous dire combien je vous admirais. » Évidemment, il avait oublié qu'il était déjà venu nous saluer. Ouais, mais pourquoi? On peut le dire. Non, ben bon, il avait peut-être un peu abusé il avait peut-être sorti d'un bon repas, on va dire ça comme ça, voilà. Mais ça, c'est des souvenirs qui font du bien. Parce bien qu'il y a aussi de la rigolade dans l'équipe, il y a aussi des choses... Comme disait, je sais pas qui, il faut être sérieux sans se prendre au sérieux. Parce que Roger Lemaire avait cette bonne formule, la victoire comme la défaite sont deux menteuses. Quand tu perds un match, c'est pas pour ça qu'il faut tout remettre en question, mais quand on en gagnes un, c'est pas pour ça qu'il faut croire que c'est arrivé. Donc il faut toujours faire preuve d'humilité et savoir d'où l'on vient, où on essaye d'aller et le travail qui reste à faire pour y arriver. Oui, et vous, du côté de la coulisse, Philippe, vous avez tous vu comme ça, quand ils sont seuls, quand la France attend quelque chose, quand il est caméra du monde entier qui les attend. Ils sont comment, ces grands monstres? Ils sont comme des gamins. Quand ils jouent comme des ados. Et quand ils se préparent, ils sont concentrés, ils sont dans leur bulle. Mais ils n'ont pas dans leur vie de tous les jours ce statut de star et d'idole qu'on leur prête et ce qu'ils sont aux yeux du public. Mais
Tout le monde rêve d'avoir le talent d'un Zidane aujourd'hui, d'un Mbappé, et tout le monde en est très loin. Donc comment ne pas concevoir qu'ils ont aux yeux du public un statut hors sol complètement, quoi. Alors que c'est des gens, mais d'une simplicité que vous n'imaginez même pas. Mais c'est confondant la distorsion qu'il y a entre les hommes sains et simples qu'ils sont et le statut parfois d'extraterrestre qu'on leur prête, c'est terrible. Ouais. Le plus gentil de tous, c'était qui, pour vous? Bon, il y en a beaucoup. La plupart étaient très, 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 très gentils. J'ai toujours eu une bonne accointance avec les gardiens. Je sais que j'avais une très bonne relation avec Joël Batz, avec Bruno Martini, avec Fabien Barthès et avec Hugo Lloris, avec qui, toutes ces années où j'étais là, on parlait de beaucoup de choses et pas seulement de football. Le gardien, c'est un personnage un peu à part. C'est celui qui commet une erreur, et c'est dramatique parce que généralement, ça coûte un but. Alors que dans le champ, tu loupes une passe, le copain derrière, il la rattrape. Donc, c'est des garçons qui sont un peu secrets, mais qui ont besoin de parler, qui ont besoin d'échanger. J'ai toujours eu un bon feeling avec les gardiens. Ouais. Ouais. Et votre plus beau souvenir, Philippe? Non, c'est sans conteste, quand Didier Deschamps brandit la Coupe du Monde dans la tribune d'honneur du Stade de France en 98. La Coupe du Monde, c'est l'épreuve majeure, phare du football mondial. Et on l'organise chez nous et on la gagne. Et on la gagne, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, dans des conditions pas toujours faciles pour Aimé Jacquet, qui a été raillé, critiqué. Oui. Encore aujourd'hui, il y a des rumeurs qui disent que la finale de cette Coupe du Monde face au Brésil, qu'on l'aurait on l'aurait acheté. Je ne sais pas qui d'ailleurs aurait acheté la victoire contre le Brésil. J'en crois pas un mot, évidemment, parce que non, qu'il y ait eu l'organisation de la Coupe du Monde ait donné lieu à des pots de vin ici ou là, malheureusement, beaucoup de choses permettent de le croire. En revanche, cette fable qu'on aurait achetée, mais qui aurait fait quoi auprès de qui, non, ça dépasse l'entendement. Ouais. Et ces joueurs sont devenus des légendes. Zidane et tous les autres, et Deschamps après, évidemment. C'est pas fini, parce que ça permet cette traversée de 50 ans de football. Je raconte comment la génération de Platini, le titre de champion d'Europe 84, on a fait un dîner entre nous à la fédération. Tout d'un coup, j'entends un peu de bruit. Je vais voir dehors, il y avait 50 supporters qui me disaient « On ne pourrait pas voir Platini et Tigana ». Ils ont déjeuné au sous-sol, ils sont montés, ils ont signé quelques autographes, les gens sont rentrés chez eux. En 98, il y avait 1 million de personnes sur les Champs-Élysées. En 2018, il y en avait moins parce qu'ils avaient contingenté les accès. Mais le football est tellement populaire et c'est pour ça que je crois en sa pérennité, même s'il est appelé en France et ailleurs à traverser des périodes difficiles. Mais il faut savoir combien le football est enraciné dans le cœur des gens et surtout des jeunes. Donc, des stars, il y en a eu et il y en aura toujours. On leur pardonnera tout. On leur pardonne le bus, le fameux bus où ils font grève. C'est passé, c'est passé. Mais oui, je ne pense pas que beaucoup tiennent rigueur de cet épisode qui reste parmi les moins glorieux de l'histoire de l'équipe de France. C'est vrai, mais bon, une génération chasse l'autre. Et c'est bien comme ça, il ne faut pas se retourner sur le passé. Sauf moi qui me retourne après 50 ans, en partant, j'ai regardé dans le rétroviseur. Bien fait, mais c'est tout. Voilà. Mais il y a un autre bus quand vous remontez les Champs-Élysées et qui n'a pas le temps de voir les supporters. Ah oui, ça a été... Quand même, ça vous étiez dedans, là. Pogba qui vient voir Didier Deschamps, dit « Mais coach, on fait un deuxième tour, hein ?» Mais je sais pas. Alors on suivait, nous, un planning, on n'avait aucun droit de regard là-dessus. Et c'est vrai qu'on était dans un pari vigilance attentat au maximum. Et il y avait un service d'ordre conséquent, mais qui commençait à craquer un petit peu. Donc les consignes étaient claires. Il fallait rouler à 5 à l'heure, je crois, je sais pas quoi. Donc c'est vrai que la descente des Champs s'est faite en même pas un quart d'heure, je crois, et qu'on peut comprendre la frustration et des joueurs qui étaient sur le bus et des supporters qui étaient sur le trottoir et qui ont vu passer tout ça très vite. En plus, ils avaient eu cette fâcheuse idée qu'on voit encore dans les stades d'allumer des feux de Bengale. Ce qui fait que les joueurs sont passés très vite et dans un nuage de fumée où ils devaient à peine les apercevoir. Oui. Enfin, ce qu'on peut dire, c'est que cette équipe de France, elle appartient à tout le monde. Chaque joueur, au fond. Chaque
Chaque passionné a son idée sur la sélection qu'il faudrait faire ou pas faire. Chaque passionné devant sa télé ou même à sa radio a son idée. Ah bah il faut qu'il joue le 4-2-3-1, ça va plus, c'est 4-3-2-1. Il y a 60 millions de sélectionneurs. Voilà, mais c'est ça, mais c'est ce qui fait la popularité du football, c'est ce qui est formidable, quoi. C'est que c'est pour ça que l'équipe de France, elle n'appartient à personne, elle appartient à ceux qui l'aiment et c'est point final. Merci Philippe Tournon. Alors si vous aimez le foot, voilà, c'est la Bible. Hein. La vie en bleu, 50 ans de secret dans les coulisses de l'équipe de France. Plein encore d'autres anecdotes, vraiment des choses absolument étonnantes, vues comme personne ne pouvait les voir avec les joueurs. Merci beaucoup Philippe. Avec plaisir, merci beaucoup, Là. merci.